Le romancier Abdelataya est marocain et vit à Paris depuis 20 ans. Il est l'un des tout premiers écrivains originaires du monde arabe à avoir assumé publiquement son homosexualité. Homosexualité qui est d'ailleurs au cœur de ses romans, notamment Le Rouge du Tarbouche et L'Armée du Salut, qu'il a adapté au cinéma l'an dernier. Abdelataya a grandi entre 10 frères et sœurs dans un petit village du Maroc. Un père employé dans une bibliothèque et une mère analphabète qui poussait ses enfants à lire. En 2010, son livre Le Jour du Roi a reçu le prix de Flore. Son nouveau roman, Un pays pour mourir, met en scène une jeune prostituée marocaine qui exerce à Paris et son meilleur ami, un transsexuel d'origine algérienne. Il faut avoir un certain courage pour se colter avec le sexe en littérature, et c'est le cas d'Abdelataya. Vous êtes né au Maroc, Abdelataya. Oui. Vous vivez aujourd'hui en France. Vous publiez Un pays pour mourir. C'est un roman aux éditions du Seuil. Voici l'histoire de gens qui rêvent. Sauf que dans certains pays, eh bien, rêver, c'est un crime. Il y a Aziz, ce garçon qui rêve, lui, de devenir une femme. Il y a Zahira, cette prostituée qui rêve du grand amour. Et puis, il y a des Marocains, des Algériens, des Iraniens. Ils sont tous exilés et rêvent, eux, de liberté. Qui est Zahira, cette prostituée en fin de carrière et autour de qui tournent tous les protagonistes de votre roman, Abdelataya? J'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un que je connais très bien, qu'elle pourrait être ma sœur au Maroc, qu'elle pourrait être une cousine, qu'elle pourrait être plein de femmes que j'ai croisées pendant toutes ces années où j'ai vécu au Maroc, 25 ans. Je me souviens par exemple quand je rentrais de l'université à Rabat, quand je prenais le bus au terminus, il y avait plein de femmes comme ça qui se mêlaient aux passagers et qui se vendaient. Et à chaque fois, je me reconnaissais dans ces femmes-là. Donc c'est Zahira, c'est la somme de toutes ces femmes qui à la fois étaient rejetées par le Maroc, par la famille, par le pouvoir, peut-être même par moi. Et qui même par vous? Oui, parce que moi aussi, même si je suis homosexuel, je suis aussi le produit d'une certaine société et qu'il faut un certain temps pour se rendre compte qu'il n'y a pas que l'homosexuel qui vit des injustices, mais qu'il y a aussi d'autres gens à côté de lui qui vivent peut-être d'autres injustices pires que lui. Donc cette Zahira, elle existe, et j'ai pas peur de dire, dans ma famille. Elle existe dans... Il m'a fallu du temps pour reconnaître que dans cette prostitution-là, dans cet acte de se prostituer, quelque chose d'extrêmement courageux, d'extrêmement, je dirais, révolutionnaire. Alors, il faut expliquer peut-être pour quelle raison, parce qu'elle est un peu particulière, elle, dans sa démarche. Vous le dites assez rapidement, elle le confesse, ce n'est pas pour l'argent qu'elle fait cela. Ça n'est pas mon moteur, dit-elle. À Paris, quand elle se rend compte en fait que la France, que l'idée qu'elle se faisait de Paris, la liberté, Edith Piaf, les parfums de Chanel, tout ça, que ce n'est pas la réalité à Paris et que la France, si je peux l'appeler comme ça, blanche, ne s'intéressera jamais à elle. Donc, elle faut bien qu'elle trouve une solution, des gens à qui une forme de communication, une forme de rêve peut s'établir. Donc elle se donne aux misérables, c'est-à-dire les autres immigrés qui ne sont ni dans les banlieues, qui ne sont ni exilés par le pouvoir en France, mais ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des Sri Lankais, des Pakistanais, des Chinois, qui sont encore plus misérables qu'elle. Et elle, dans ce cas-là, elle se donne à eux comme dans une forme de fraternité et de générosité sincère, spontanée et in fine assez politique, parce que dans son exil à elle, forcément, elle reçoit les souffrances et les marginaux, voilà, de la société française qu'on ne voit pas. Alors ça, c'est une version de la prostitution et de l'amour aussi. Il y en a une autre qui est incarnée par Aziz, jeune garçon qui veut devenir femme. Oui. Il va se faire opérer au tout début du livre. Il s'est fait opérer vers la fin du livre, c'est-à-dire il s'est fait castrer. Il est devenu opéré, il est devenu une femme. Demain je la coupe. Voilà. Il le dit clairement. Et qui lui a un autre moteur, qui est plutôt la haine. D'où vient-elle cette haine? Pourquoi d'ailleurs sont-elles amis, Zahira et Aziz? Je pense parce que c'est des collègues, si je peux dire, à Paris, à Barbès, à Porte de Vincennes ou à Porte Dauphine. Donc enfin, quand même, avec des visions de l'existence et de la prostitution très différentes.
C'est-à-dire que pour lui, il veut se venger de ce qu'on lui a fait ici en France. C'est-à-dire on l'a emprisonné dans un certain type de rôle sexuel, vu ses origines maghrébines, et puis on a profité de lui. Et puis à un moment, lui, il estime que tous ces Français qui ont abusé de lui d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il paye. Donc non seulement il paye, mais il va encore plus loin, il va dérober, il va voler pour arriver à réaliser lui aussi son rêve. Il va lui aussi avoir un grand appartement, comme d'autres gens chez qui il va se prostituer, qui ont des appartements de 100 ou 200 mètres carrés. Il va finir par avoir tout ça. Sauf que ce qui se passe dans le roman, le lendemain de l'opération, entre le désir de devenir une femme et la réalité corporelle, si je peux dire, et sexuelle de cette chose, devenir une femme, il y a un décalage. Et donc, du coup, une question d'identité qui se pose aussi. Bien sûr. Et vous faites un joli parallèle, je trouve, avec l'exil. C'est-à-dire que lui aussi, il a quitté l'Algérie, il pensait venir en France, et comme il a changé de pays, il pense pouvoir changer de sexe. C'est la question de l'identité. Est-ce qu'on est encore algérien? Est-ce qu'on est encore un homme? Qu'est-ce que c'est être une femme, d'ailleurs? Est-ce que vous avez la réponse à ces questions? Non, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, le roman dit clairement que tous ces personnages-là, à un certain moment, n'ont plus de territoire, non plus que ce soit des territoires politiques, la France, le Maroc, l'Algérie, ils ne peuvent ni retourner dans ces pays d'origine, ni exister pleinement dans le pays. Voilà, la France qui les a colonisés, qui a modifié l'histoire de leur pays, qui a fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés ici, en France, donc au cœur même de la France, Paris. Donc, et tous ces personnages, ils sont au cœur de plusieurs frontières et ils n'ont plus aucun pays. Ils n'ont plus aucun pays. C'est plus que des déracinements. Ils sont nulle part. Ils sont dans un no man's land et plus personne ne les voit, plus personne ne les considère. Ils ne peuvent parler à personne au fond de ce qu'ils sont réellement. Il y a juste la littérature. C'est pour cela que pour moi le livre est très important, qu'ils parlent directement, qu'ils prennent la parole, qu'ils crient, qu'ils violentent même la littérature. C'était très très important pour moi. Qui bouscule un petit peu des codes, qui soit provocateur, c'est ça? Non, pas qu'il soit provocateur, que l'espace littéraire, que l'écriture littéraire devienne cet espace où ils puissent dire quelque chose, rêver quelque chose, inventer un autre territoire qui ne sera évidemment ni Paris, ni la France, ni l'Algérie, ni le Maroc, ni l'Iran. C'est-à-dire inventer presque quelque chose d'extraterrestre qui se passe ailleurs. Et je pense que la littérature est, en tout cas pour moi, est le meilleur moyen pour inventer cet autre territoire politique. Et dans ce chemin-là, ils emmènent les êtres, les personnages, les femmes. Et les souvenirs aussi. Les souvenirs, parfois, notamment les Isabelle fantômes. Adjani. Voilà. Donc, Isabelle Adjani. Il y a voilà. un autre personnage qui apparaît, qui n'est pas Isabelle Adjani, même s'il y a un chapitre qui lui est consacré, et qui s'appelle Naïma. Elle aussi est une prostituée. Elle se considère, je vous cite, comme meilleure musulmane que tant d'autres qui nous cassent les pieds avec leur piété de façade. On peut être bonne musulmane et choisir de faire ce que l'on veut avec sa sexualité, avec son corps. C'est compatible? Je vous pose la question à dessein. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous avez le droit de me poser cette question et moi je vous réponds que il y a une différence entre la vision officielle de l'islam que donne le pouvoir dans les pays arabes et musulmans de cette religion. Et il y a aussi la vision que certains veulent nous imposer, je parle à les terroristes islamistes. Et puis il y a aussi la réalité dans laquelle vivent beaucoup de musulmans, cette culture, moi j'appelle ça une culture, une peau, une sensibilité, un espace qu'on appelle l'espace musulman, où, croyez-moi, tout le monde ne passe pas sa vie à respecter ce qu'il y a dans le Coran. Ça serait impossible, donc je vous le dis. Hein, moi, que ce soit dans ma famille ou les gens autour de moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se lève le matin et dit « Ah, le Coran, il a dit ça, je vais respecter ça à 100%. » Tout le monde vit dans le blasphème, tout le monde vit dans la transgression. Ce qui change, c'est que le pouvoir, et je dis bien le pouvoir politique, n'aide pas les gens à assumer cette liberté qu'ils expérimentent déjà tous les jours. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je parle de moi en tant qu'homosexuel, j'ai compris très vite, vers l'âge de 15 ans, en fait, que ce n'est pas ma famille qui est contre moi en tant qu'homosexuel. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est les riches qui dirigent ce pays. Plus que la religion. Mais la religion, dans le Coran, il n'y a rien qui interdit l'homosexualité. Je crois qu'il n'y a même aucun verset qui le dit
concrètement. Et puis si on revient à l'histoire des Arabes et de l'islam, et franchement, ils n'ont qu'à relire Les Mille et Une Nuits. C'est rempli de travestis, de transsexuels, Enfin, Les Mille et Une Nuits, d'ailleurs, je ne sais de le dire, c'est le roman, c'est le livre transsexuel par excellence. Alors, c'est les Arabes et les musulmans ont oublié cela. Je ne vais pas dire que c'est tant pis pour eux, mais il faudra qu'ils relisent ce livre-là parce qu'il y a une grande vérité qui doit être réappliquée à la réalité musulmane d'aujourd'hui. Et celui qui parle, pardon, je ne veux pas vous réduire à ça, mais je ne veux pas non plus vous réduire seulement à un homosexuel qui écrirait des livres. Vous êtes un écrivain. Non, mais peut-être. Non, il faut être clair sur les mots. Et je sais que c'est très important pour un Marocain comme moi, africain, musulman, et qu'il dise aussi qu'il est homosexuel sans pour autant renoncer à ses autres parties de son identité. Alors, est-ce que je peux dire que vous êtes homosexuel, africain, écrivain? Oui, aussi, oui. Ah, c'est important quand même. Oui, oui, très important. Et que par ailleurs, celui qui nous parle des Mille et Une Nuits comme étant l'éloge du travestissement est un spécialiste de Proust et de Maupassant. Je me trompe? Oui, oui, j'ai étudié la littérature française à l'université de Rabat, j'ai fait des DEA, mais j'ai étudié la littérature française parce que je voulais venir à Paris et dès l'âge de 13 ans, parce que j'ai compris qu'à un moment donné, pour devenir adulte, on ne peut pas passer sa vie à batailler, à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. À un moment donné, il faut foutre le camp, tout simplement aller ailleurs. Et moi, c'est une décision que j'ai prise à l'âge de 13 ans. Et foutre le camp, pour moi, c'était venir à Paris. Et pour cela, il fallait non seulement dominer la langue française, mais apprendre à lui donner des coups. Voilà. Ah, c'est formidable ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il ne faut pas... Dominer la langue française et lui donner des coups. Oui, parce que c'est que moi, j'en ai marre de tous ces intellectuels que j'entendais au Maroc qui n'arrêtaient pas de citer Victor Hugo et Gilles Deleuze à chaque bout de phrase et qui, au fond, ne parlaient jamais de nous, de notre réalité. On va citer Despentes et Taillat maintenant, et vous allez voir que ça va donner quelques coups dans la langue française. Je vous renvoie à la lecture de ce roman et au parcours de Zahira, d'Aziz et puis de beaucoup d'autres également. Ça s'appelle Un pays pour mourir et c'est publié aux éditions du Seuil.